Bonjour, c'est Style Comics et parfois on peut se demander comment ça peut paraître une bonne idée de passer d'un design classique à des variantes de plus en plus catastrophiques. Aujourd'hui, on va donc parler de 5 façons de bousiller le design d'un héros de comic book. La première façon, c'est d'ajouter des accessoires sans raison. Alors dans les années 90, à partir du moment où on est arrivé sur X-Force notamment et sur d'autres séries, est devenue une grande mode de d'accessoiriser au maximum le moindre super-héros, en lui ajoutant des épaulettes, des ceintures, des harnais, des pochettes partout. On a, 2 exemples ici de 2 variantes de l'équipe d'X-Force et on avait, beaucoup tendance à équiper, suréquiper les personnages, notamment de costumes aussi matelassés et de différentes choses qui, rendaient les designs soi-disant modernes à l'époque, mais de plus en plus compliqués, à retenir et surtout de moins en moins iconiques. On avait cette tendance qui s'est poursuivie et qui a même contaminé de plus en plus d'univers. On a à gauche l'équipe de Stormwatch de l'univers Wildstorm, et on voit ce dessin, il est absolument magnifique, mais on est incapable de retenir les designs, proposés ici par Jim Lee, tellement les personnages sont suréquipés, de prothèses high-tech, d'armes et cetera. À la limite, on retiendra un peu la tête de Fuji qui va lui changer de corps plusieurs fois. Et même chose pour les Avengers de l'époque, qui ont été, période je crois que c'était période The Crossing, qui ont été eux aussi, contaminés par, ces tendances-là, qui encore une fois étaient, dans l'idée de rendre les personnages plus modernes, plus edgy comme on disait à l'époque. Et on a ajouté à tort, ben, des épaulettes avec des pics, des tas de lanières. Hawkeye a eu ses accessoires aussi ajoutés avec, les ceintures de cuisses, et cetera et cetera. Donc ça a été vraiment cette transformation qui a été poussée à son apogée, par le grand John Romita Jr. Alors évidemment, moi je suis pas trop, je suis un peu biaisé parce que John Romita Jr. j'adore tout ce qu'il fait. Mais c'est vrai que lorsqu'il est arrivé, sur câble et sur cette mini-série notamment, avec, l'équipe, le commando, qui travaille avec câble, là on atteint vraiment le paroxysme du suréquipement, du surarmement, et ça donne, des à la fois quelque chose de cool à regarder parce que c'est John Romita Jr., mais clairement en termes de design de personnage, c'est un peu une catastrophe. La deuxième façon de bousiller, son design, c'est de vouloir faire encore plus badass ou sexy. Ça aussi, c'était, pas mal dans les années 90. On a à gauche le changement de costume pour Daredevil avec la fameuse armure qui est noire, rouge et argentée. Donc elle avait été pas mal décriée, arrivée sur le run de Scott McDaniel, si je me souviens bien. Mais moi j'avais bien aimé, parce que je trouvais que c'était pas déconnant que ce personnage-là veuille, avoir un costume plus renforcé, sachant qu'il n'a pas de pouvoir particulier, en tout cas pas de pouvoir physique qui le rende, plus résistant. Et puis j'aimais bien le design du plastron en fait qui, fait penser d'ailleurs, enfin en tout cas qui a peut-être pu inspirer celui de la guêpe, des années plus tard. Voilà, je sais que c'est un costume pas du tout apprécié, mais que moi je trouve pas mal, mais vraiment dans la tendance à l'époque de quitter le spandex classique et de donner un petit côté plus moderne. En revanche, la version, survitaminée de Ghost Rider avec qui s'appelait Vengeance, là vraiment on est dans l'exagération, voire même le foutage de gueule tellement que, le personnage se retrouve, doté, de dents, énormes, d'eau qui sortent de partout, y compris de la cage thoracique. Bref, on est dans le ridicule absolu de l'époque et un design qui, enfin vraiment qui était plus que caricatural, sachant que déjà un Ghost Rider, ça fait déjà badass, donc quel était l'intérêt de vouloir pousser encore plus? On a eu aussi cette version très controversée du retour du Punisher au début de Marvel Knight dans une forme, de chasseur de démons, avec des armes, fantomatiques. Même si on retrouve son costume, habituel avec le logo, on était vraiment dans une approche qui était, vraiment déconnante et qui a été tournée en dérision et balancée aux orties. Chez DC, c'était pas forcément mieux, on a eu ce remplacement du fameux Docteur Fate qui avait eu quand même un look iconique depuis le Golden Age avec son casque doré, sa cape et cetera, par une version vraiment, très punk et qui sans doute voulait marcher sur les traces de Hellblazer, donc John Constantine. Donc avec tous les trucs de l'époque, hein, la veste, le jean et puis avec des éléments un peu graphiques qui se rajoutent, comme le tatouage sur l'œil.
On a eu aussi ce remplaçant de Batman, Jean-Paul Vallée à l'époque où, Batman avait le dos brisé et donc on a opéré la fusion entre le costume de Batman et le costume d'Azrael qui était l'identité de Jean-Paul Vallée juste avant, pour donner cette espèce de Batman en armure. Là aussi, hein, beaucoup d'éléments, typiques de l'époque, à savoir, toutes ces piques qui sortent de partout. Hem Et même si, on peut reconnaître un petit peu le design, de Batman, l'ajout d'éléments, jaunes, de la ceinture à la cuisse et cetera, tout ça, c'était vraiment des gimmicks de l'époque. Et aussi côté DC, on a eu cette approche, survitaminée, on va dire, de personnages classiques, hein, qui sont Booster Gold, Blue Beetle, Captain Atom, Amazing Man et j'oublie le nom du personnage féminin, désolé, et qui s'était baptisé Extreme Justice, donc qui était vraiment, la parodie absolue de ce que pouvait être, le style extrême des années 90 et notamment avec l'ajout encore une fois, de tous ces équipements et armures inutiles, sur Booster Gold et un peu plus tard sur Blue Beetle. Mais on avait aussi tendance à vouloir rendre encore plus sexy les personnages féminins, et là, on a eu quelques outrages, hein, Wonder Woman à gauche notamment, avec son petit short, et son soutien-gorge un peu étrange, noir et sa veste évidemment, parce que le blouson à l'époque, c'était tendance. On a eu une Scarlet Witch, encore plus dénudée, cheveux courts, dans une mini-série, qui lui était consacrée, et où là, on est à part le fait que ce soit un costume rouge, on est très éloigné des fondamentaux et le plus, notable à l'époque, c'était Emma Frost, mais là, c'était plutôt au début des années 2000 quand le personnage s'est retrouvé, starifié avec, ce costume qui, je pense, a été pour la première fois peut-être alors j'hésite un petit peu si ça a été designé par Greg Horn dans ces couvertures-là ou si ça a été fait par, Frank Quitely, dans son run, avec Grant Morrison. Mais en tout cas, c'est sans doute, le costume, le plus hallucinant pour Emma Frost, qui certes a toujours été un personnage, très sexy, mais qui avait aussi une certaine élégance. Là, on n'est plus du tout dans ce délire-là et c'était une façon, vraiment abusée de vouloir jouer la carte sexy sur le personnage. La troisième façon, c'est de vouloir moderniser le look. Alors moderniser un look, ça veut absolument rien dire dans la mesure où, tout ce qui est moderne devient, très vite passé puisque les époques changent, les modes changent. Donc là, on a eu, effectivement quelques exemples assez notables. D'abord le fameux Black Knight, le chevalier noir, qui a été pendant très longtemps, de par son nom effectivement, un personnage avec un look médiéval, s'est retrouvé dans les années 90 à adopter, des codes un peu plus, jugés un peu plus modernes pour l'époque, à savoir le fameux blouson, que beaucoup de super-héros endossaient. Alors on ne sait pas pourquoi, mais à l'époque, c'était une façon sans doute de dire: «On n'est pas vraiment en costume en spandex, mais on a des vêtements et on est, un petit peu plus moderne», au sens où, on refuse un petit peu l'imagerie, traditionnelle du comics, et du costume moulant. Ce qui n'a absolument aucun sens de faire cohabiter des cottes de mailles avec un blouson comme ça. D'autant plus que le personnage, renonçait à son épée d'ébène pour une épée laser, aller chercher tout en gardant son casque traditionnel. Donc moi j'aimais bien ce personnage de Dan Whitman, dans les Avengers, mais là vraiment c'était abusé. Et puis un autre changement qui pour le coup pourrait se comprendre, mais je trouve que traduit bien, la difficulté de moderniser, c'était, la nouvelle mouture en fait du Sandman. Alors pas celui de Neil Gaiman, mais le Sandman traditionnel, c'est-à-dire le héros pulp, qui utilisait, un pistolet à gaz pour endormir, ses adversaires. Et là, c'est sa modernisation au tout début de la série de JSA. Vous savez mon amour pour cette série. Mais c'est vrai que cette modernisation-là du personnage, alors ça, c'est encore le deuxième look, parce qu'il y avait encore un avant qui était moins bien, montre qu'en fait, on peut garder quelques fondamentaux comme, le masque, et les pistolets, mais fondamentalement, ce qui manque, c'est le côté pulp en fait, qui n'est pas du tout traduit et qui a été, r retravaillé plus tard sur le personnage, notamment avec des designs d'Alex Ross et au fur et à mesure, je pense qu'il a fallu attendre vraiment, il y a quelques années pour qu'on commence à avoir une réinvention moderne du look pulp du personnage d'origine. Alors que là, à droite, on a juste un gars en spandex, qui a 2 flingues et effectivement cette modernisation-là, je trouve, perdait ce qui était un peu l'essence originale du personnage. Un autre, massacre, même si, je sais qu'après ça a pu évoluer, c'est Harley Quinn. Donc effectivement,
créée, d'abord dans l'animé et puis importée dans l'univers, DC Comics. Elle a un costume très singulier, c'est vrai, pas facile non plus à mettre en œuvre, hein. Dans un monde réaliste, autant dans un univers de bande de dessin animé, ça peut passer. Autant dans le monde réaliste, je pense que pas mal d'artistes y sont cassés les dents, même si d'autres comme, Terry Dodson, a parfaitement réussi à la mettre en scène. Mais avec le New 52, bah, on a eu cette réinvention et notamment avec l'impact du film Suicide Squad, puisque le look du personnage s'est aussi basé, sur le look de Margot Robbie dans ce film oublié, enfin le premier Suicide Squad, hein, pas The Suicide Squad évidemment, pas le deuxième. Et donc là, on est parti plus sur du mini short bleu et rouge, sur du crop top bleu et rouge et sur des cheveux décolorés. Ce qui est un look qui s'est, je trouve affiné avec Amanda Conner, heu, juste après. Je trouve qu'il a fait un super boulot, au niveau du dessin. Mais c'est vrai que depuis, le personnage a plutôt évolué, vers ce style-là et a oublié un peu son costume traditionnel. Donc quelque chose de très iconique sacrifié pour, encore une fois, une approche un peu plus moderne. Pas forcément tout le temps catastrophique, mais pas non plus, je trouve, à la hauteur de ce qu'était le costume original. Et puis on a eu Wolverine, alors je ferai une vidéo à part sur le cas Wolverine, parce qu'en fait, il a eu quand même beaucoup, beaucoup de costumes aussi. Mais je trouve que cette version, proposée par Frank Quitely dans le run avec Grant Morrison, encore une fois, est sans doute celle que je préfère le moins. Alors, même si j'étais, intéressé par le côté, un peu uniforme et en tout cas le côté, vêtements portés par les X-Men pour, entre guillemets, «se mêler un peu plus», aux humains, ça n'avait pas trop de sens dans la mesure où on introduisait aussi des mutants de plus en plus, hem, dont les pouvoirs et les attributs étaient de plus en plus visibles, mais aussi parce que, ce costume semblait dire que les X-Men refusaient un peu leur rôle de héros. Et c'est vrai que là-dessus, je trouvais qu'on perd beaucoup de caractéristiques du look de Wolverine, mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et un autre exemple aussi de modernisation mal maîtrisée, ça a été le New 52 et les redesigns de personnages classiques comme Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, notamment Aquaman et Cyborg, avec, plusieurs choses. D'abord, des tas de traits qui sont venus surcharger les costumes pour en faire non pas des costumes en spandex, mais des espèces d'assemblage de plaques. Alors là, c'est peut-être un petit peu les suites de, ce qui avait été fait au cinéma sur des personnages comme Batman, dans la trilogie de Christopher Nolan. Mais clairement, ça alourdit considérablement des costumes qui n'en ont pas besoin. Je vois Superman typiquement et Green Lantern sont déjà des costumes très bien dosés, très iconiques et qui du coup se retrouvent très surchargés. Ça peut se comprendre, ce principe d'armure sur le personnage de Batman, et d'ailleurs Greg Capullo va en faire un truc plutôt chouette dans son run. Mais clairement sur les autres personnages et notamment sur Flash, ça n'a aucun sens, et notamment Flash qui était, se voyait, rajouter des tas de lignes lumineuses pour, montrer l'énergie de la Speed Force, ou des bottes très complexes qui, n'apportent pas grand-chose et qui finalement ne se font que rajouter du bruit sur quelque chose déjà d'iconique. Une petite page promo avant de passer, aux 2 dernières raisons. Je vous rappelle juste que mon petit fanzine est toujours disponible, et que très bientôt, là, le numéro 2 va sortir avec, le sujet du Absolute, Comics DC, enfin Absolute DC. Et dans le premier, bah, je vous parlais de séries de SF que j'ai bien aimées, et que je vous présente un petit peu plus en détail, notamment sur, la partie graphique avec des analyses de pages. Donc la deuxième raison, ou la deuxième façon de flinguer, son design de super-héros, bah, c'est de faire du costume un gimmick qui change tout le temps. Et là, j'ai pris l'exemple de Spider-Man qui, ces dernières années, est sans doute un des personnages qui a le plus changé de look, ou en tout cas qui a, eu, le temps d'un épisode ou plusieurs, le plus de changements de garde-robe. Alors ça avait commencé avec le costume, traditionnel noir évidemment, mais ces derniers temps, on en a eu pléthore. On connaissait, dans les années 90 les versions de Ben Reilly, mais on a eu aussi le Spider-Man Beyond, le Spider-Man avec le costume Magic, le Spider-Man avec le costume, heu, stealth, enfin, discret, on va dire. On a eu furtif, voilà, plutôt. On a eu la version, de la Future Foundation avec les 4 Fantastiques, la version Civil War avec les pattes et puis le style, noir et rouge et doré en hommage à Iron Man.
Bref, toutes ces versions-là et jusqu'aux plus récentes, hein, dans le run de Pepe Larraz là avec le costume un peu, je sais pas si ça fait penser un peu au Technic, mais j'ai pas lu ce run-là encore. Mais voilà, donc un personnage qui a son costume qui est pourtant un des plus iconiques de Marvel, qui ne cesse d'être changé et réinventé. Et je trouve que ça nuit pas mal, en fait, à la perception que l'on a du personnage et ça transforme vraiment ça en gimmick, d'autant plus que, le Spider-Man a quand même dans son univers des tas de versions alternatives, que ce soit Venom, Spider-Gwen, Spider-Man 2099, Miles Morales, Spider-Boy et puis tout, le Spider-Punk, et toutes les versions qu'on a pu voir dans le Spider-Verse. Ce qui fait que je trouve que ça fait perdre un petit peu, finalement le caractère original et unique un peu du costume de Spider-Man, puisqu'aujourd'hui on a l'impression que, il y a tellement de variations autour de ce costume, que le costume classique a perdu, je trouve, un peu en impact. Et enfin, la dernière, façon de flinguer le design de son perso, c'est de malmener les fondamentaux du costume original. Alors quand je dis costume original, c'est celui qui a été véritablement, qui a ancré le personnage dans son statut d'icône. Parce qu'il y a eu des costumes originaux, notamment au Golden Age, qui étaient pas forcément les plus adaptés à ce moment-là, en tout cas qui ne sont pas restés et qui ont nécessité des améliorations. Et le cas le plus connu, effectivement, c'est celui de Superman, puisqu'il a fallu quand même quelques décennies avant d'arriver au costume classique qui s'est vraiment ancré. J'ai mis cette illustration de John Byrne qui pour moi, je trouve, représente la version la plus classique du costume et puis effectivement l'altération, des pouvoirs de Superman dans les années 90, qui ont amené à ce Superman électrique, et ce costume qui a été à l'époque extrêmement décrié. Même si on peut y retrouver, bah, un peu la forme du logo, mais on est quand même dans quelque chose qui est, vraiment réinventé puisqu'il n'y a plus la cape, il n'y a plus le même code couleur, la peau du personnage a changé aussi, on a des nouveaux pouvoirs. Bref, une réinvention, complète qui aurait pu être un tout autre personnage, voire même, l'enfant caché entre, de Superman et de son ennemi, Livewire. Donc, voilà, une réinvention qui allait trop loin et même chose pour, le logo du New 52. À gauche, vous avez le logo classique qui était vraiment, ce biker cosmique, qui va être là prochainement incarné, ou en tout cas visuellement déjà parfaitement par, Jason Momoa dans le film Supergirl. Mais là, il avait été réinventé dans une version beaucoup plus jeune et dans lequel finalement, on ne retrouve rien de l'esprit, biker métalleux, du personnage d'origine. Donc il me semble que derrière ça a été réinventé, pour expliquer que c'était pas le logo réellement original et qui est revenu après face, à l'ire que cela a déclenché chez les fans. Côté Marvel, on a eu aussi deux spécimens, on a eu la réinvention de l'armure d'Iron Man, dans le cadre, du run Heroes Reborn. Donc cette époque où, Marvel a confié plusieurs de ses séries à des auteurs qui étaient partis de chez eux, donc Jim Lee par exemple, Rob Liefeld, Walt Portacio ici en l'occurrence. Et c'est vrai que cette armure proposée par Walt Portacio, en apparence, elle a respecté un petit peu le principe déjà des couleurs, rouge et or. Même le masque en fait, pouvait un petit peu évoquer le masque, un des masques d'Iron Man, l'époque où il avait un masque plutôt triangulaire et pointu. Mais en fait, à l'intérieur, on est dans quelque chose de totalement différent, quelque chose qui va plus évoquer, des mechas, japonais, que véritablement l'armure d'origine. Alors, l'armure d'origine que j'ai mis à gauche, c'est la façon c'est pas tout à fait la première armure, mais c'est la version la plus classique d'Iron Man qui avait, ses avantages et inconvénients et notamment le fait qu'elle faisait sans doute beaucoup plus costume, moulant que armure métallique, même s'il y avait, des éléments au niveau des bottes, des bras, du casque qui donnaient quand même cette idée d'armure. Mais là, en l'occurrence, on était quand même dans quelque chose qui, avait beaucoup caractérisé le principe d'un personnage en armure. Là, on est vraiment dans une approche qui s'est voulue beaucoup plus moderne, voire trop pour l'époque, on va dire, ou en tout cas qui, heu, proposait, quelque chose qui finalement après, a réévolué vers, notamment avec l'apport d'Adi Granoff sur, l'idée d'une armure beaucoup plus solide, mais qui n'a pas arrêté de changer finalement. Ça pourrait être l'objet de toute une vidéo, ces évolutions d'Iron Man. Mais ce design-là, allait sans doute un peu trop loin, était sans doute trop surchargé aussi et notamment proposer ces espèces de turbines ou cheminées derrière dans le dos
dont on comprenait pas trop l'usage. Et puis je terminerai avec, ce changement dans pareil dans les, années 90 d'un Docteur Strange, à gauche très classique ici dessiné par Paul Smith, et qui est devenu, dans un épisode, de la série, Sorcerer Suprême, je crois que c'est l'épisode 76, qui devient après moult péripéties, ce personnage, qui se voulait un peu grunge avec des cheveux longs, un peu froid, assez distancié, très, Warren Ellis, dans la façon d'être écrit. Et je crois que d'ailleurs c'est lui qui l'amène et qui le traite comme ça pendant quelque temps. Donc voilà, avec, on abandonne la cape, on a plutôt un manteau, on a des lunettes pour avoir l'air encore plus cool. Donc voilà, une refonte un petit peu du style du personnage qui va pas durer non plus très longtemps, mais qui montre que, effectivement quand on s'éloigne trop de certains fondamentaux d'un personnage, on peut totalement le flinguer. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais continuer à parler design de personnages dans d'autres vidéos que je vous proposerai, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, si ça vous a plu et n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Je vous remercie de votre soutien et à bientôt. Ciao.